Les Fiscales, l'émission qui fait le tour de l'actualité fiscale. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Fiscales. Au micro, Patrick Seroin-Joly. J'espère que tous les auditeurs de Radio KPMG se portent bien en ce début d'année. Le 20 janvier 2021 était investi Joe Biden, le 46e président des États-Unis. À cette occasion, nous avions diffusé une édition des Fiscales Special USA intitulée « Quel avenir pour les relations fiscales et douanières franco-américaines ?» Aujourd'hui, 20 janvier 2022, un an jour pour jour après l'investiture de Joe Biden, quel bilan intermédiaire dresser de son action dans le domaine fiscal au terme d'une année de présidence ? Quelles perspectives fiscales nationales et internationales se dessinent du point de vue des États-Unis ? Mais aussi, quelles conséquences anticiper pour les groupes français ? Enfin, des modifications issues de la réforme Trump de 2017 sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 et certaines présentent un intérêt pour les groupes français présents outre-Atlantique. Pour toutes ces raisons, il nous a paru intéressant de vous proposer une nouvelle émission spéciale USA. Deux associés francophones de KPMG États-Unis vont nous aider à y voir plus clair aujourd'hui. George Gans, responsable de l'activité de conseil aux sociétés françaises ayant des intérêts aux États-Unis, et Larry Lemoine, conseil depuis une vingtaine d'années de groupes français implantés aux États-Unis. Bonjour à tous les deux. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Messieurs, la réforme fiscale voulue par l'administration Biden n'a pas été adoptée à la fin de l'année 2021 en raison de dissensions au sein de la très courte majorité démocrate au Sénat américain. George Gans, avant de comprendre ce qui a bloqué, il est important de procéder à une petite rétrospective sur l'année 2021. Oui, effectivement, Patrick, 2021 a été une année assez mouvementée sur le plan fiscal à Washington. Vous le rappeliez, le Parti démocrate est majoritaire à la Chambre de représentants et au Sénat. Avec 50 sièges sur 100 au Sénat, sa majorité ne tient vraiment qu'à un fil, la voix de la vice-présidente Kamala Harris. Au cours des premiers mois de sa présidence, en réaction notamment à la crise Covid, le président Biden a annoncé des réformes économiques et sociales très ambitieuses, avec une hausse de dépenses fédérales de plus de 5 000 milliards de dollars. La première partie du plan Biden, un nouveau COVID Rescue Package, après celui de l'administration Trump en 2020, fut adopté sans difficulté et promulgué en mars 2021. C'est ensuite que le contexte politique s'est étendu et que le chemin vers l'adoption des dépenses supplémentaires financées par des réformes fiscales d'importance est devenu bien plus ardu. Certes, l'aile progressiste du Parti démocrate milite pour plus de dépenses à caractère social, mais les modérés critiquent ces réformes sociales et leur ampleur, tout comme les mesures fiscales proposées pour les financer. Précisons également à nos auditeurs que le plan de relance du président Biden a été conçu en deux parties. La première est destinée à financer des infrastructures comme les transports, l'énergie ou encore les réseaux à haut débit. Et la seconde privilégie, quant à elle, le capital humain, c'est-à-dire l'éducation ou la santé, par exemple. Le président Biden a réussi à obtenir un soutien bipartisan, et donc de certains républicains, pour l'adoption au Congrès de la première partie de son plan de relance, promulgué en novembre 2021, après de nombreux atermoiements. À noter que cette loi, qui représente un investissement de 1 200 milliards de dollars, ne comporte que très peu de mesures fiscales. En fait, les principaux points d'achoppement se sont concentrés sur la seconde partie du plan de relance, c'est-à-dire le projet de loi Build Back Better Act. Oui, c'est bien cela. Il est devenu vite clair qu'aucun sénateur républicain ne soutiendrait le projet de loi BBBA d'un volume de 2 400 milliards de dollars. Et des sénateurs modérés du camp démocrate, notamment Joe Manchin, se sont avérés très critiques et ont refusé finalement d'apporter leur précieuse voix. Et les modifications fiscales significatives du Build Back Better Act ont disparu. Oui, donc l'année 2021 se termine sur une note bien moins optimiste qu'elle n'aura commencé pour les démocrates, et les attentes fortes mises dans l'administration Biden n'auront pas été satisfaites. Aujourd'hui, où en est-on, George ? Le Build Back Better Act a-t-il encore une chance d'être adopté ? BBBA n'est à ce jour pas encore complètement enterré. Ce qui est certain, c'est qu'il ne pourra pas être adopté en l'état. Le sénateur Manchin a présenté une version réduite du projet à 1 800 milliards de dollars de dépenses, mais ses contours sont encore flous. Et puis, il faut dire que le temps est compté et à deux niveaux. L'un politique et l'autre pratique. D'un point de vue politique d'abord, 2022 est une année électorale, aux US aussi, puisque les élections de mi-mandat, les midterm elections, auront lieu en novembre. À cette occasion, tous les membres de la Chambre de représentants remettront leur siège en jeu.
Comme le parti majoritaire perd souvent la majorité lors des midterms, les démocrates doivent rester attentifs à l'agenda législatif avant le début de la campagne électorale. Et d'un point de vue pratique? D'un point de vue pratique, il faut bien se rendre compte que l'adoption tardive de BBBA décalerait à 2023 l'entrée en vigueur des changements fiscaux induits. L'hypothèse d'une rétroactivité fiscale ne semble pas très réaliste, surtout lorsque les mesures sont défavorables aux contribuables. Il faut dire aussi que la diminution des nouvelles dépenses budgétaires contenues dans un BBBA plus light réduira d'autant les besoins de financement par des nouveaux impôts. Sur ce point, il est encore difficile de savoir quelles mesures proposées en 2021 seront abandonnées, sachant que certaines propositions du BBBA sont très critiquées, comme par exemple l'impôt minimum national de 15% sur les résultats comptables des grandes entreprises, à ne pas confondre d'ailleurs avec l'impôt minimum mondial, ou encore les limitations supplémentaires de déductibilité des intérêts, voire la modification des règles BEAT. Oui, donc en ce début 2022, on peut dire que le BBBA est encore d'actualité, mais qu'il se réduit comme peau de chagrin. Quoi qu'il en soit, 2022 a tout de même apporté son lot de modifications législatives. Larry Lemoine, vous nous aviez présenté à plusieurs reprises sur ces ondes la réforme fiscale Trump de 2017, notamment en janvier et en juin 2018. Cette réforme fiscale historique a des effets différés en 2022. Quels en sont les impacts les plus significatifs attendus cette année? Oui, je l'avais dit quand j'avais présenté à ces micros la réforme. Tous les changements introduits par le Tax Cuts and Jobs Act de 2017 ne sont pas entrés en vigueur immédiatement et certains sont applicables à partir de 2022. Tout d'abord, les dépenses de recherche et développement doivent dorénavant être immobilisées et amorties sur 15 ans lorsque les opérations de recherche sont réalisées hors des États-Unis et sur 5 ans pour les recherches effectuées aux US. Il faudra donc en tenir compte dans le calcul des impôts différés, étant précisé que les règles comptables ne changent pas et que les frais de recherche et développement continuent à être constatés en charge. Une autre modification significative à signaler, celle de la limitation de la charge nette d'intérêt de l'article 163J, le fameux 163J. Pour mémoire, la réforme de 2017 avait introduit un plafond de déductibilité à 30% de l'EBITDA, comme dans beaucoup d'autres pays, dont la France. Mais attention, à partir de 2022, le plafond s'abaisse à 30% de l'EBIT, ce qui pénalise les entreprises industrielles, en particulier celles qui ont opté pour un amortissement accéléré. Les groupes qui ont financé l'acquisition d'actifs en s'endettant et qui amortissent le goodwill ou tout actif incorporel sont également impactés. Dans ce contexte, quelles stratégies peuvent adopter les groupes français dont les filiales américaines sont endettées? Ils peuvent recourir à la capitalisation de la dette consentie à leurs filiales US pour éviter une taxation des produits d'intérêt en France non compensée par une économie d'impôt aux États-Unis. D'autant plus que le taux d'imposition y reste plus faible qu'en France. C'est du reste peut-être la bonne nouvelle à souligner. La hausse de taux d'impôt fédéral de 21% à 28%, dont il était question l'année dernière, n'a pas été adoptée finalement. Autre précision importante, la dispositif FIDI, laquelle a fait bénéficier les groupes américains d'un taux réduit d'imposition de à peu près 13% sur leurs exportations de biens et services, Made in America, reste inchangé, tout comme GILTI d'ailleurs. Mais ces taux pourront-ils rester longtemps en l'état, notamment au regard des règles proposées par l'OCDE en matière d'impôt minimum mondial? L'absence de modification du taux du dispositif GILTI pose question. Nos fidèles auditeurs savent que ce mécanisme, introduit par la réforme Trump, impose à la moitié du taux fédéral, soit 10,5%, les profits des filiales étrangères des groupes américains, déduction faite d'un produit forfaitaire lié aux actifs corporels. En cela, GILTI est conceptuellement proche de l'impôt minimum mondial, mais pour autant, il n'est pas conforme aux règles de l'OCDE relatives au pilier 2. Oui, Patrick, c'est important de le préciser. GILTI diffère de l'impôt minimum mondial à 2 égards. Tout d'abord, il prend en compte un taux effectif d'impôt mondial et permet donc aux groupes de compenser les taux effectifs de leurs activités dans des pays faiblement imposés avec ceux d'États à fiscalité élevée, alors que le pilier 2 nécessite un taux effectif pays par pays.
Et bien entendu, le taux de 10,5% est plus faible que le 15% du pilier 2, sur lequel l'ensemble des 137 pays du cadre inclusif de l'OCDE se sont entendus en octobre dernier. De le même ordre d'idée, le dispositif américain connu sous l'acronyme BEAT, qui conduit à une imposition supplémentaire en cas de paiement déductible de la base taxable domestique, comme les intérêts et les redevances, n'est aujourd'hui pas en ligne avec le pilier 2. Il reste donc à savoir si ces écarts entre le pilier 2, applicable, je le rappelle, aux multinationales dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros, et la législation américaine pourront être réconciliés par une loi américaine, que ce soit le BBBA dont on a parlé en début d'émission, ou un autre texte. Et somme toute, une absence d'alignement de la loi américaine sur les règles OCDE risque-t-elle de ternir le consensus mondial du cadre inclusif, voire de décourager certains États qui ont adhéré à contre-cœur à l'impôt minimal mondial de 15%? Et là, je pense notamment à l'Estonie, à la Hongrie, à Chypre ou peut-être même à l'Irlande, qui risqueraient d'empêcher ou à tout le moins de différer l'adoption par l'Union européenne du pilier 2 par une directive dont le projet a été publié le 22 décembre dernier. Sachant que le calendrier d'adoption de l'impôt minimum mondial est des plus ambitieux puisqu'il prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Les sénateurs Manchin et Sinema, proches de l'électorat conservateur des États de la Virginie occidentale et de l'Arizona, auraient-ils pu imaginer que leur opposition au projet de Build Back Better Act pouvait avoir des conséquences mondiales ? Finalement, c'est peut-être une belle illustration en matière de fiscalité internationale de la théorie du battement d'aile du papillon, ou comment un seul battement d'aile d'un papillon au Brésil peut déclencher une tempête au Texas. Cette édition spéciale USA arrive à son terme. Il me reste à vous remercier, George Gans et Larry Lemoine, pour avoir partagé vos réflexions avec nos auditeurs aujourd'hui. Bien entendu, si la législation fiscale évoluait outre-Atlantique avant l'été, nous retrouverons le chemin de ce micro. Pour rester informé sur l'actualité fiscale américaine, vous pouvez également consulter nos publications Tax News Flashes sur le site kpmg.com. Nous rendons maintenant l'antenne. Très bonne journée à tous et à bientôt sur nos ondes. Have a great day. Thanks everyone. Goodbye. Les Fiscales, une émission de Radio KPMG.